Je vous propose que vous posiez un certain nombre de questions, en sachant qu'on rend la salle à 20h de toute façon. Voilà, donc on va prendre dans l'ordre. Alors, simplement sur la question de la redistribution, est-ce qu'on a une idée de qui participe, femmes, hommes, population vulnérable? Est-ce que ce sont certaines catégories sociales qui ont monopolisé le processus, ou au contraire, est-ce que c'est bien redistribué? Je trouve l'expérience très intéressante. Et la deuxième question, qui est un peu en corollaire, quel type de projets sont les plus présents? Et dans les projets présents, est-ce qu'on fait attention à la répartition? C'est un peu une obsession de ma part, entre ce qui est destiné à toute la population, aux hommes ou aux femmes. Je pense notamment en matière de sport, où les femmes sont totalement défavorisées à Paris comme ailleurs, et où il serait bien que ce genre de budget serve aussi à éduquer les gens pour que les projets aillent plus vers les jeunes filles que vers les garçons, puisque pour l'instant, c'est 80-20, je crois, si ma mémoire est bonne. Merci. Je vous propose qu'on prenne 2-3 questions d'abord. Pour rebondir à ce que dit M. Blondiot, il y a une chose qui me chagrine dans ce budget participatif, c'est l'anonymat. Vous voulez une synergie des habitants et les habitants s'ignorent. Et moi, je trouve fortement regrettable ce système. Et deuxième chose, pour aller plus loin, c'est-à-dire que quand on arrive à la phase de réalisation, il n'y a plus de participation. Alors, je vais vous donner un cas, moi qui m'a ulcéré, c'est qu'on a voté le réaménagement d'une place. Les projets de cette place ont été présentés en conseil de quartier. Il y avait un projet ambitieux proposé par l'exécutif parisien qui a été rejeté immédiatement par le maire en interdisant aux services techniques de présenter et de développer ce projet. Alors, où se trouve le budget participatif lorsqu'on arrive au dessin et qu'on interdit au public de voter ou de se prononcer sur ce projet? Ok, j'en profite à dire, oui, donc en effet, on a la chance de pouvoir parler de Paris, que c'est un exemple en effet superbe et tout, mais on va essayer aussi d'avoir des questions larges pour l'ensemble, je dirais, puisqu'on veut vraiment voir est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer sur la France entière. Bonjour. Je voudrais savoir tout d'abord ce que vous pensez de l'expérience de budget participatif menée par Manuela Carmena, la maire de Madrid, notamment si vous pensez que 2% de participants pour ce budget, c'est un chiffre convenable, suffisant, si ce sont des résultats plutôt positifs. Et en deuxième lieu, une question adressée particulièrement à Madame Véron. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont une certaine utilité dans le cadre de la mobilisation des citoyens et des budgets participatifs, et notamment en termes de communication plus accrue? Parce que je me suis rendue sur le site du budget participatif de Paris et je constate que vous n'avez pas, par exemple, de page Facebook dédiée. Et j'ai vu que c'était la ville de Paris, simplement, et pas le budget participatif en particulier. Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Voilà. Bonsoir, merci pour vos explications. Ce qui m'intéresse évidemment dans la discussion, c'est la participation. Mais je vais être très concret. J'ai habité Montreuil. À Montreuil, donc, il y avait des budgets participatifs qui se comptaient en milliers d'euros. On n'est pas à l'échelle de Paris, mais qui étaient décidés au sein des conseils de quartier, animés par les habitants, dans lesquels les élus viennent en tant qu'invités. Donc les habitants s'organisent, discutent de plein de choses, y compris d'un budget participatif éventuel, et les élus viennent en tant qu'invités. À Paris, j'arrive dans le 19e, je viens au conseil de quartier, ce sont les élus qui organisent le conseil de quartier, qui en décident probablement les dates, qui en décident les thèmes, qui invitent une association pour se présenter, etc. Premier conseil de quartier, Danube, à la mandature de M. Dagneau. Il y avait 80 participants, peut-être 100, je ne sais pas, beaucoup. La salle d'école était pleine. Là-dessus, on fait quoi? On fait une élection presque en catimini à la fin du conseil de quartier, de 8, 9, 10 personnes, 12 personnes, peu importe le nombre. Ce qui est important, c'est qu'il y avait 20 volontaires au minimum. Donc il y en a la moitié, ou peut-être même pas la moitié, qui ont été choisis pour participer à un conseil, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Pourquoi? Pour pouvoir discuter avec les élus.
ils sont tirés au sort. Imaginez une démocratie dans laquelle on tire au sort. Moi, je suis candidat et on tire au sort sur des choses comme ça. Bon, moi, ça me choque. Moi, ce qui me choque beaucoup, en premier, après je laisse la parole, c'est qu'il y a 20 personnes qui sont volontaires pour travailler dans le quartier, se réunir, discuter, etc., et qu'on n'en choisit que 10. Réagir comme monsieur en tant qu'animatrice d'un conseil de quartier parisien pour faire part d'une expérience qui n'est pas tout à fait similaire à celle de mon voisin. Je pense que les conseils de quartier à Paris ont une diversité de fonctionnement. Donc en fait, il y a des conseils de quartier où les habitants s'organisent comme ils veulent, décident de leur ordre du jour et effectivement invitent les élus en leur demandant de bien vouloir traiter les questions qu'ils se posent ou les questions qui se posent dans le quartier concerné. S'agissant du budget participatif, c'est à peu près comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des projets qui ont été déposés par des habitants individuellement, des projets qui ont été discutés en conseil de quartier et entre guillemets adoptés par le conseil de quartier de telle sorte que c'est in fine ce quartier qui a porté le projet, ce qui fait une différence. Enfin, il y a quand même une différence dans le projet, me semble-t-il, qui est porté par un seul individu, un citoyen tout seul qui vient proposer un projet. C'est plus compliqué déjà que pour un groupe, un collectif au sein d'un conseil de quartier. Et ensuite, je trouve que contrairement à monsieur qui parlait d'anonymisation, au contraire, je trouve que c'est un formidable vecteur de lien social dans un conseil de quartier où d'habitude on est effectivement plutôt parfois dans la caricature des débats sur tout ce qui ne va pas dans le quartier. Voilà. Merci. On prend attendez, une dernière question, puis on va faire une salve de réponses rapides, et puis on prendra un deuxième tour, et je pense qu'après... Oui, alors j'ai 3 questions. Il y en a une dans le processus... Non, mais elles sont simples, elles sont courtes. Dans le processus qui a été décrit pour Paris tout à l'heure, j'ai pas entendu une phase évaluation. C'est-à-dire, est-ce que derrière, les citoyens interviennent ou peuvent intervenir pour évaluer. La deuxième, est-ce qu'il y a bien une distinction entre les conseils citoyens de la politique de la ville? Tout à l'heure, je n'ai pas trouvé ça clair. La politique de la ville prévoit des conseils citoyens partout dans les quartiers, mais c'est tellement encadré qu'on est très très loin de la démocratie participative. En tout cas, ce que j'en connais, je suis en Essonne. Et la troisième question, moi j'ai été élu il y a quelques années. Donc, comment est-ce que les élus réagissent? Parce qu'en fait, parmi les citoyens, il y en a qui peuvent proposer des choses qui prennent un point de vue politique. Donc, c'est assez délicat. Soit des projets peuvent se faire recaler parce qu'ils sont, on le voit souvent, ils sont suspectés de représenter une orientation différente de celle de la mairie. Enfin bon, la relation politique n'est pas forcément univalente telle que vous l'avez présentée tout à l'heure. On est quand même dans une majorité et des oppositions. Donc comment ça se passe, l'aspect politique là-dessus? Okay. Merci. Donc on va faire une première salve de réponses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur Paris, donc je propose que Pauline réponde en premier, mais sans s'apesantir trop, parce que sinon on va trop rester sur le cas. D'accord. Et qu'après on puisse alors élargir avec les deux autres intervenants. Alors sur qui vote, on a les indications sur le vote électronique. On a à peu près autant d'hommes que de femmes. Et on a quand même près de 40% qui sont des personnes qui ont moins de 40 ans sur le vote électronique, qui ont moins de 30 ans même. 38% qui ont moins de 30 ans. Donc on voit bien que sur le vote électronique, effectivement, on va avoir plutôt des jeunes. Et sur les votes papier, on a un peu partout, mais on s'est rendu compte que notamment les quartiers populaires, comme le 13e, le 19e, le 20e, étaient des arrondissements qui votaient le plus en nombre de votes et puis rapportés à la population qui avait des résultats qui étaient tout à fait intéressants. Donc on n'a pas d'inquiétude, on a été très vigilants par rapport à ça. On a évidemment le centre de Paris qui vote beaucoup, mais aussi les arrondissements périphériques. Et puis, avec l'enveloppe consacrée pour les projets des quartiers populaires, permet une orientation des projets dans ces quartiers, dans lesquels il y a des conseils citoyens politiques de la ville. On a mis en place des conseils citoyens à Paris aussi. Je
profite pour répondre. Alors, sur les types de projets les plus présents, on a vraiment très fortement des projets proposés et des projets votés dans le domaine de l'amélioration du cadre de vie, avec beaucoup de choses pour végétaliser la ville, beaucoup de choses pour faire reculer la place de la voiture à Paris, beaucoup de projets autour du vélo, de Paris piéton, majoritairement, même dans les projets très localisés d'aménagement d'espace public. On a aussi la thématique de la solidarité qui est très présente. Le premier projet qui a été choisi par les Parisiens, qui arrivait en tête des votes l'année dernière, c'était un projet pour les SDF et pour les réfugiés. Donc je crois que aussi on fait la démonstration avec le budget participatif que non seulement les gens proposent des choses constructives, mais en plus dans leur choix, ils sont vraiment aussi dans la volonté que le budget participatif serve à de la solidarité. Et puis alors sur la place des femmes, je dirais c'est à nous, dans notre façon de mettre en œuvre les projets en tant que ville, d'intégrer la question du genre, et on essaye de le faire. J'ai une collègue qui est chargée de l'égalité femmes-hommes, et on a une réflexion notamment sur l'aménagement urbain pour qu'il ne soit pas trop genré et qu'on intègre la façon dont les femmes sont dans l'espace public, et notamment sur la façon de faire du sport dans la ville. Et on a mis en place beaucoup d'agrès sportifs dans Paris grâce au budget participatif. C'était une forte demande, et notamment pour faire du street workout, qui est donc une sorte de musculation sur des agrès. Et j'ai vu des jeunes femmes du 20e arrondissement notamment qui faisaient du sport avec quand même montrer son corps dans l'espace public grâce à ces agrès autant que les hommes. Donc c'est quelque chose qu'on a de toute façon en tête. Alors, sur des questions un peu plus politiques, sur comment finalement réagissent les élus, les maires, suivant aussi l'échiquier politique, je dirais aussi suivant une certaine conception de leur rôle d'élu, et peut-être aussi un peu une question générationnelle. On a proposé aux maires d'arrondissement, et donc certains sont dans l'opposition municipale, de participer au budget participatif, avec une petite aussi incitation financière. C'est-à-dire, vous participez au budget participatif, on vous donne, la ville de Paris centrale vous donne une enveloppe supplémentaire pour qu'il y ait des projets qui soient réalisés dans votre quartier. C'est vrai que, de manière générale, les maires, tous ont participé. Donc, on a les 20 maires d'arrondissement, avec donc des maires de droite. On a senti chez certains maires de l'opposition un peu moins d'engouement pour le faire, mais aussi des maires de l'opposition qui sont très à se saisir du dispositif. Donc, on va dire, on voit plutôt des maires de gauche qui ont envie de le faire, plutôt des maires de droite qui ont moins envie de le faire, mais il y en a aussi à droite qui ont envie de le faire. Voilà, donc c'est pas non plus aussi tranché que ça. J'ai été assez frappée par le groupe UDI au Conseil de Paris, les centristes, qui manifestent plutôt une réserve par rapport au dispositif de participation citoyenne. À chaque fois que leur président de groupe prend la parole, on sent une remise en cause, qu'ils estiment que c'est une remise en cause de la démocratie représentative. Et je pense que là, il y a une culture politique, on va dire, du centre droit français, peut-être plus en réserve sur ces questions-là que le groupe LR, par exemple. Je ne sais pas, ça serait les professeurs de sciences politiques pourraient se pencher sur la question, mais j'ai remarqué ça particulièrement. Ensuite, les maires d'arrondissement, parce qu'en fait, on a fait 21 budgets participatifs. Il y a le budget participatif parisien et il y en a 20 dans les 20 arrondissements. Il y a une certaine liberté de manœuvre des maires d'arrondissement sur leurs budgets participatifs locaux. Et là, on voit effectivement des maires d'arrondissement très interventionnistes qui vont sortir de la liste soumise au vote un certain nombre de projets parce que ça ne correspond pas à ce qu'eux souhaitent pour leur arrondissement. Nous, la règle qu'on s'est imposée à la ville de Paris pour le projet parisien, c'est de ne pas choisir en opportunité. C'est-à-dire que, par exemple, je prends souvent cet exemple, nous, ville de Paris, en tant qu'élus, on ne souhaite pas trop mettre en place des dispositifs canins.
pour les Parisiens. On pense que les propriétaires de chiens doivent se responsabiliser, prendre leur sac, gérer, et qu'on n'a pas à dépenser, par exemple, mettre des sacs ou de mettre des bacs pour les déjections canines. Bon, on a eu plein de projets autour de ça. On les a soumis au vote en se disant, si les Parisiens c'est vraiment ça qu'ils veulent, on le fera. On a essayé vraiment de jouer le jeu sur un certain nombre de projets qui n'étaient pas portés politiquement par la municipalité, mais qui étaient faisables techniquement, juridiquement, financièrement. Et puis, pour répondre sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook qui s'appelle les ambassadeurs du budget participatif. Donc, on essaie de développer les réseaux sociaux, les outils numériques. Et surtout, les gens qui ont proposé des projets qui vont être soumis au vote, on leur a mis à disposition une formation pour pouvoir communiquer autour de leur projet et faire campagne. Donc, ils pouvaient faire des t-shirts, des badges, des flyers, des vidéos, utiliser les réseaux sociaux pour faire voter pour leur projet. Donc, on essaye chaque année d'améliorer ça pour que toute personne qui s'investit dans le budget participatif puisse aller vers les réseaux sociaux. Alors, les conseils de quartier, c'est pas trop le sujet. C'est vrai qu'il n'y a pas de loi qui dit clairement comment doit s'organiser un conseil de quartier. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait remettre sur le métier, voir comment on pourrait faire une grande loi de la démocratie locale pour essayer d'aller plus loin, voir comment on pourrait inciter dans les budgets participatifs. Aujourd'hui, la loi prévoit juste qu'on doit mettre en place des conseils de quartier sans dire quel est le rôle des élus dans ces conseils de quartier. Quant à Madrid, ils font un très beau projet de budget participatif. On a beaucoup d'échanges avec eux. Il y a des liens forts entre Madrid et Paris. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais en revanche, ils s'appuient sur une expérience qui est quand même celle de Podemos, qui a quand même beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour arriver au pouvoir. Et les jeunes qui sont dans l'équipe de Carmen sont bien familiers de la façon d'utiliser la Civic Tech. Et je pense que là-dessus, on a à apprendre aussi d'eux, parce que eux, en pratique, concrètement, ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Donc même si aujourd'hui le budget est moins important, moi j'ai des échanges avec mon homologue Pablo qui met en place, qui était un des responsables de Podemos de la mobilisation citoyenne. Oui. Sur l'évaluation, on a pris des personnes qui ont participé au budget participatif et on leur a demandé, on a fait des questionnaires et on a par exemple fait complètement évoluer notre plateforme numérique à partir de l'expérience usagée, comme on dit aujourd'hui. Et on continue et on prend des petits groupes d'usagers du budget participatif pour tester des choses et pour voir comment on peut améliorer chaque année. On le fait. Oui, alors quelques mots simplement sur l'évaluation. Moi, effectivement, je plaide et j'en profite. Je profite du fait que Pauline Véron soit là pour que, par exemple, il y a une instance qui s'appelle la Commission parisienne du débat public, dont je fais partie. Je pense que elle devrait être le lieu de l'évaluation. C'est-à-dire que je pense que vous devriez, me semble-t-il, lui donner ce mandat, en tout cas essayer finalement de renforcer les moyens de cette instance pour qu'elle puisse vraiment, alors peut-être pas une évaluation intégrale, mais plutôt que d'aller d'ici 2 ou 3 ans aller chercher un cabinet d'audit de type Deloitte et Touche, etc. Je pense que vous pourriez vous servir de ça. Deuxième chose, ce qui se joue à Madrid, à Barcelone, aujourd'hui, mais dans les autres villes espagnoles, c'est absolument, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que, en fait, on a là des élus qui se sont donné finalement une mission, pour reprendre par exemple une expression qu'utilise Ada Colau de Barcelone, de gouverner en obéissant, c'est-à-dire de reprendre. C'est vraiment, elles ont une exigence démocratique extrêmement forte et il me semble que l'axe Paris-Barcelone-Madrid est un axe vraiment très très important en ce qu'il révèle de la possibilité pour les mairies aujourd'hui de s'engager sur ce terrain de la participation citoyenne infiniment mieux et infiniment plus que peuvent le faire les gouvernements nationaux. C'est-à-dire que très clairement c'est là que se joue
fait un entretien dans Le Monde il n'y a pas très longtemps où je disais c'est vraiment là que se joue l'innovation politique aujourd'hui et l'innovation démocratique. C'est dans ces expériences-là et j'incite du coup Paris à aller plus fort, à aller plus loin encore parce que le budget participatif c'est vrai qu'il a un aspect politiquement extrêmement vendeur, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent, c'est un dispositif qui est très visible, qui mobilise, on peut faire du chiffre avec, mais je pense qu'il faut cette exigence de participation et cet impératif de participation, il faut le décliner beaucoup plus largement et notamment, par exemple, et c'est beaucoup plus difficile évidemment, sur les grands dossiers auxquels la capitale est confrontée pour ne pas se voir reprocher d'être en contradiction avec son propre discours. C'est-à-dire qu'il y a le budget participatif, effectivement, très important, mais il y a aussi des grandes décisions auxquelles Paris doit répondre et sur lesquelles, finalement, il devrait y avoir aussi un même niveau de participation et d'incitation au débat public. Dernier élément qui a été évoqué, la question de la réalisation, c'est quelque chose de très important qui est sous-traité en France, c'est-à-dire, grosso modo, dans quelle mesure se donne-t-on les moyens d'associer la population à la réalisation des travaux qui ont été donnés. Par exemple, si on compare avec l'Amérique latine, en Amérique latine, c'est tout constamment rappelé. Il y a des citoyens qui vont suivre les chantiers et qui sont là. Donc on leur donne une place dans l'après, dans le service après-vente. Et pour moi, c'est capital. Et en France, non. C'est-à-dire, les ingénieurs ont déjà du mal à concéder le fait de devoir négocier en amont. Après, ils ont tendance à dire, laissez-nous faire, on sait faire. Voilà, hein, c'est la technique, ça c'est nous. Mais je pense qu'il se joue des choses très politiques après. Si je peux rebondir, je pense que l'innovation sociale des élus, l'innovation démocratique, c'est un constat. Elle est beaucoup venue des femmes, quand même. Quand on regarde qui met en œuvre ça, c'est quand même des maires, souvent femmes, Rennes, Paris, Madrid, Barcelone, Nantes. Et je pense que c'est lié à la façon, mais là on va rentrer dans un autre débat, mais à la façon dont les femmes envisagent leur rôle d'élu, qui est quand même un peu différent de la façon dont les hommes envisagent leur rôle d'élu. Je ne veux pas caricaturer, c'est pas toutes les femmes, c'est pas tous les hommes, mais je pense que les femmes, quand elles s'investissent dans la politique, et les hommes, ne le font pas pour les mêmes raisons, pour y trouver la même chose. Et à travers la participation des citoyens, c'est aussi le statut de l'élu qui est un peu bousculé, qui est un petit peu quel est son positionnement par rapport aux citoyens. Et donc derrière ça, il y a ce que l'on souhaite être et faire en tant qu'élu. Et donc je pense qu'effectivement là, il n'y a pas tout à fait la même chose lorsqu'on est une femme ou quand on est un homme. Ségolène Royal a quand même été la première à mettre ces questions de la participation citoyenne au cœur des débats politiques. Et à l'époque, elle a été quand même assez moquée de ce désir d'avenir, etc. On voit que là, elle avait eu une intuition quand même qui était forte, même si à l'époque, le numérique ne permettait peut-être pas autant de le faire aussi bien qu'aujourd'hui. Mais je crois que, et c'est ce que j'ai évoqué dans mon introduction, il y a cette question aussi, à travers la participation citoyenne, de quelle démocratie on veut, quel élu, quel rapport entre les élus et les citoyens, et que pour répondre aussi à qui accepte de faire ça, et que je disais qu'il y avait aussi une question générationnelle, il y a oui, parce que je pense qu'on ne fait pas de la politique pour la même façon tout à fait aujourd'hui qu'hier. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous disiez à propos de la réalisation des travaux. Effectivement, en Amérique latine, j'ai pu me rendre notamment à côté de Buenos Aires. Il y a une petite ville où, c'est un exemple que j'avais vu là-bas, où les gens en fait reçoivent en fait l'argent de la mairie et ils se débrouillent après. C'est-à-dire que la mairie leur donne les sous et puis ils montent le chantier. Ils montent parfois, même dans certaines villes, ils achètent carrément des portes pour tout le monde parce qu'il faut changer les portes parce que les questions ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et parfois, voilà, ils vont signer le bon de travaux avec l'entrepreneur pour finaliser finalement les chantiers. Alors, en France, il y a Grenoble, par exemple, qui met en place effectivement un suivi après des chantiers avec les habitants pour que effectivement les idées qu'ils avaient au départ soient parfaitement, qu'il y ait un consensus qui se génère en fin de travaux. Mais la différence avec Paris, c'est que Grenoble, ils sont à peu près 20 projets au budget participatif. Paris, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais je crois que c'est plus de 500 ou... 416. Non, 416. Donc on est vraiment sur des échelles très différentes. Enfin, sur la question des réseaux sociaux et de la participation que vous avez parlé tout à l'heure,
D'abord, sur la participation, 2% de participation pour une première année, c'est un bon chiffre. Il ne faut pas se leurrer. Il faut du temps pour que ça s'installe, un budget participatif. Et donc, Madrid peut plutôt être fier de cette participation. Et enfin, sur les réseaux sociaux, la difficulté, c'est effectivement de communiquer sur le budget participatif. Ça implique énormément de temps, énormément de travail. Et puis aussi, on ne peut pas tout savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on ne sait pas un milieu, à part les hashtags sur Twitter, c'est assez difficile de faire remonter toutes les informations qui sont en lien avec le budget participatif. Donc avoir une stratégie qui soit vraiment très, contrôlée, ça va aussi un peu dans le sens inverse de ce que c'est que le budget participatif actuellement, qui est plutôt horizontal et qui vise justement à ce que les citoyens s'emparent de la question. Merci. Je vous propose, puisqu'on est presque à 20h, on va prendre trois questions rapides, extrêmement rapides, et puis trois réponses extrêmement rapides. Oui, bonsoir. Enfin, je mettrai 3 points qui me semblent essentiels. Ça va aller vite. Non, pour justement que la participation se passe dans de bonnes conditions. Là, c'est un point de vue d'expert, vu que j'ai travaillé sur ces questions pendant un certain nombre d'années auprès de décideurs publics. Ce qui ressort pour moi, c'est ce qui est fondamental, c'est la formation. À la fois la formation des élus, pour justement qu'ils comprennent quel est leur rôle et quel espace ils laissent aux habitants. Les habitants, c'est quel est leur rôle, quel est l'espace que les politiques leur attribuent. Et dans les habitants, je dirais qu'il y a 2 catégories. Il y a les habitants professionnels, je les appelle habitants professionnels, c'est ceux qui ont l'habitude et qui sont rompus à l'exercice de la participation, qui sont les représentants d'associations, de syndicats, d'amicales de locataires. Ce sont parfois des personnes qui sont charismatiques et qui prennent l'espace, donc qui ne permettent pas d'autres expressions. Deuxième point, très rapidement, c'est la temporalité des projets. Et je prendrai la ville de Pantin en conclusion pour illustrer mon propos. C'est que sur les projets, c'est que les habitants, bien souvent, ne comprennent pas que quand ils décident et qu'ils votent la mise en place d'un projet, ils ne comprennent pas qu'il y a tout un processus, c'est-à-dire l'expertise technique, l'appel à projet auprès des entreprises, la réalisation. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas d'autant plus que quand à un moment donné, ils décident que le toboggan est orange, mais il faut qu'il soit orange. Et que s'il n'est pas orange, les élus n'ont pas respecté leurs paroles. Enfin, ça a été parfois, à Pantin notamment, ça a été parfois jusqu'à là, quoi. Ensuite, le point qui est pour moi crucial, c'est la transformation des habitudes de travail, des administrations. C'est-à-dire que pour moi, l'administration, c'est une éponge. On a beau lui mettre un coup de poing, mais elle reprend toujours sa forme. Ah oui, non, mais c'est... Et nous, ce qu'on avait réussi à faire, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de formation tout à l'heure, et même des techniciens, c'est qu'on avait réussi à identifier des interlocuteurs privilégiés pour les conseils de quartier et pour les habitants qui s'étaient inscrits dans la démarche de participation. Et ces interlocuteurs, c'était une démarche volontaire. Donc, et bien souvent, c'est les services techniques qu'on sollicite, parce que la majorité des projets, c'est tout ce qui touche l'aménagement urbain. Après, il y a effectivement une déclinaison, toutes les actions de solidarité, de proximité. Pour conclure, je pense que la séquence sociétale et la séquence politique qu'on traverse, et toute cette défiance, pour la démocratie, à mon sens, c'est un point de vue personnel, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'éclater le toit de verre, là, et d'un moment donné, de concevoir la participation différemment. Pour moi, le référendum citoyen, ça a du sens. Et que, pour finir sur Pantin, donc c'était une ville qui n'était pas obligée de mettre en place la démocratie participative. Donc, la volonté politique est essentielle, et je finis. Et quand à un moment donné, la volonté politique est là, quelle que soit la couleur politique, je crois que c'est... Pardon ? Ok, merci. On va passer à une autre question. Vite. Merci, oui. Je reviens sur l'évaluation. Je voulais simplement poser une question toute simple. Est-ce que le taux d'abstention municipal de 2020 sera considéré comme un élément d'évaluation des budgets participatifs ?
Une troisième question, courte. Il n'y en a plus d'autres? Parce que, a priori, j'en avais dit 3, donc c'est parfait. Oui, très courte, interpellative et rebondissant sur les questions déjà posées, les mêmes en fait. Est-ce que dans la récupération par la démocratie représentative d'une partie de ce qui était la démocratie associative, ne présente pas le risque d'une instrumentalisation par le politique de l'associatif? C'est plus pour Madame Véron la question. Vous avez dit que vous étiez en lien du coup avec la ville de Madrid. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur quelque chose qu'ils ont essayé de faire qui s'appelle Una Cumbre Ciudadana, qui est basé sur le modèle du G1000, pour essayer de donner plus de représentativité au processus du budget participatif en réunissant 1000 citoyens selon des standards un petit peu pour représenter les différentes couches de la population qui est à Madrid et qui propose donc lors d'une journée un certain nombre d'ateliers. Je voulais savoir si c'était quelque chose dont vous avez discuté avec Pablo Soto et qui était pensable pour Paris. Merci. Donc, on va écouter les 3 intervenants et en même temps, ils feront la conclusion puisqu'on a dépassé 20 heures. Merci. Antoine, d'abord, peut-être pour changer. Moi, je n'ai pas forcément des réponses à toutes les questions qui ont été posées, notamment celle qui s'adresse à Pauline Véron. Par ailleurs, non, je vais vous laisser la parole à mes deux. On fait l'inverse et puis après c'est Pauline qui va conclure. Sur l'abstention, là on n'a pas de dispositif de vérification scientifique solide, mais c'est neutre. C'est neutre sur la réélection, c'est-à-dire il y a des villes qui font beaucoup de participation, mais il n'y a pas d'effet ni positif ni négatif sur le taux ni de participation ni sur la réélection. Alors on peut dire que, et en fait il faut admettre une fois pour toutes que c'est pas fait pour ça, quoi. Que ça, en fait ça peut produire des effets indépendamment de ce qui est une attente très forte quand même de la part des élus, qui est le réenchantement de la démocratie représentative. Sur les associations, donc il y a un jeu effectivement compliqué entre les associations, les élus et les dispositifs de démocratie participative. Ça peut jouer ce rôle de débordement, de contournement et de court-circuitage des associations. Mais ce qu'il faut noter aussi dans le contexte contemporain, c'est que la légitimité des associations est aussi remise en cause, que leur capacité d'agir est aussi remise en cause, et que d'un certain point de vue, ils ont peut-être eux aussi autant intérêt à s'impliquer dans ce type de démarche que les élus, ou en tout cas à renouveler leur manière d'agir. Parce qu'elles ne pourront plus très longtemps continuer sur le même registre. Il va falloir renouveler leur format d'action en essayant eux aussi de faire un peu plus de participation. Moi, je ne connais pas beaucoup d'associations qui se laissent instrumentaliser. En général, ils savent faire en sorte qu'ils assument leur point de vue. Et généralement, quand ils s'investissent dans des associations, c'est aussi pour être dans la confrontation constructive, pas que conflictuelle, mais avec les élus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Je pense que quand ils s'en rendent assez vite compte quand on essaye un peu d'instrumentaliser. Ce que j'ai remarqué à Paris, c'est plutôt que le budget participatif a permis à un certain nombre d'associations et aux conseils de quartier qui parfois avaient un petit peu du mal quand même à se renouveler et à se redynamiser, de se saisir du budget participatif pour mobiliser les habitants ou leurs adhérents pour des projets qui sont portés par les associations, pour les conseils de quartier. Donc je pense que ça a plutôt eu pour effet positif de les mobiliser sur ces sujets-là. Alors, en conclusion, nous, effectivement, on met en place le budget participatif, mais pas que. Il y a besoin aussi d'une participation sur les autres aspects, sur les autres dimensions de la politique municipale, d'où notre plateforme de participation citoyenne qui s'appelle ID.Paris,
sur laquelle on travaille pour essayer aussi d'améliorer les choses. Mais on a quand même quasiment 26 000 personnes qui sont inscrites sur cette plateforme pour participer à des débats thématiques. On a aussi les réunions publiques d'aménagement de la Bastille, de la place de la Nation, des associations qui sont sur le terrain en permanence pour récolter les observations des habitants sur les projets. Donc je crois que nous, vraiment, on l'envisage comme un tout à la ville de Paris. En tout cas, c'est mon objectif, de se dire qu'il y a des moments où on va consulter les habitants de très en amont d'une décision, dans la réflexion. À un moment donné, on va les consulter sur un projet précis, le plan vélo, le plan santé, le plan telle place, où on va leur demander de participer en faisant des propositions dans le cadre du budget participatif. Et puis, une réflexion sur plus la prospective, d'où le Conseil des générations futures, d'où un certain nombre de dispositifs de réflexion. On associe les citoyens à c'est quoi Paris dans 10 ans, peut-être pas sur des choses très concrètes. Et je crois que c'est avec un ensemble de panels de dispositifs qu'on va essayer d'ailleurs de rendre plus visible à travers la construction d'une nouvelle charte de la participation citoyenne à Paris, sur laquelle on est en train de consulter aussi les Parisiens et de montrer un petit peu la cohérence de tout ça et quelle est la place du budget participatif à l'intérieur de différents outils de participation citoyenne à différentes étapes du processus. Et puis l'enjeu, c'est, vous parliez d'innovation sociale au niveau des villes, comment tout ça, toute cette énergie positive, toutes ces expérimentations et ces projets positifs qui se mettent en place dans les villes peuvent monter d'un cran pour que, au niveau des régions, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, toute cette participation citoyenne puisse infuser. Comment mettre en place un budget participatif national, comment mettre en place des conférences des citoyens que l'on fait aussi par exemple à Paris, beaucoup plus sur le niveau national, sur des débats de société qui nous interpellent, profonds, compliqués, mais sur lesquels les Français aiment débattre. Comment toute cette expérience qu'on accumule au niveau local peut arriver au niveau national pour essayer aussi de moderniser et redynamiser notre politique au niveau national. Je crois que c'est l'enjeu qui est devant nous pour les années qui viennent. Merci. Je crois que c'est... Voilà.